Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Voici donc la première table ronde de notre colloque, décoloniser la province et former les élus. Ce parti avait 7 ans et déjà Michel Rocard perçait sous Georges Servet. C'est en effet le 30 avril et le 1er mai 1966 que les rencontres socialistes de Grenoble ont consacré l'émergence de quelqu'un qui était encore connu sous le nom de Georges Servet pour son profil, enfin, pour respecter son devoir de réserve d'inspecteur des finances, mais dont tout le monde connaissait l'identité de Michel Rocard. Au cours de ces rencontres socialistes de Grenoble, il a présenté 2 rapports, l'un sur la politique monétaire de gauche et l'autre sur les nationalisations. Et quelques mois plus tard, à Saint-Brieuc, il a présenté un rapport intitulé « Décoloniser la province » qui a eu un tel écho que beaucoup de gens, dans la mémoire collective, ont imaginé que c'était à Grenoble, au printemps, qu'il avait été prononcé, et que c'était finalement, tout ceci faisait un seul et même moment. Alors pourquoi est-ce que ce rapport a eu autant d'écho? Pourquoi est-ce qu'il a autant marqué? Et quels sont qu'est-ce qu'il nous inspire encore aujourd'hui et qu'est-ce qu'il inspire à ceux qui ont exercé au cours des 2 ou 3 décennies écoulées, des responsabilités locales. C'est ce que nous allons découvrir maintenant avec une communication du professeur Thibaut Tellier, professeur à l'IEP de Rennes, et que je remercie vivement d'avoir accepté de nous faire partager son expertise et son analyse. Nous aurons, sur la question de la formation des élus locaux et des acteurs du développement local, le témoignage de Pierre Zemmour, qui se substituera à Georges Gontcharov, qui devait intervenir dans ce colloque, mais qui est malheureusement accidenté et qui ne pouvait pas se déplacer aujourd'hui. Pierre Zemmour a exercé des responsabilités dans la DELS et il aura donc tous les éléments nécessaires pour nous éclairer sur ce point. Et puis interviendront ensuite dans la discussion Olivier Bianchi, maire de Clermont-Ferrand et président de la métropole de Clermont-Ferrand, qui sera en lien avec nous à distance, parce que les liaisons ferroviaires entre la capitale et Clermont-Ferrand auraient encore besoin de quelques progrès dans leur cadencement. Et Catherine Trautmann, ancienne maire de Strasbourg, ancienne ministre de la Culture et ancienne présidente aussi de la métropole de Strasbourg, qui nous apporteront l'un et l'autre leur regard d'élu local sur ce que ces questions soulevées par Michel Rocard en 1966 ont encore comme écho dans l'action quotidienne qui est la leur et dans les responsabilités qu'ils exercent sur le terrain. Donc voilà pour cette première table ronde, et je donne tout de suite la parole au professeur Thibaut Tellier. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors quand on dit bonjour maintenant, c'est plus si on doit se tourner vers les gens qui sont présents, vers les caméras. Enfin bref, je salue donc toutes celles et ceux qui nous entendent. Merci pour votre invitation. Alors je voudrais commencer par juste un point de détail. Lorsque je suis arrivé à Sciences Po Rennes, on m'a demandé de faire un cours d'histoire des territoires. J'ai dit, bien sûr, d'accord, je suis un bon fonctionnaire, donc je me mets à disposition de mon institution, mais j'ai juste demandé une chose, c'est de bien vouloir notifier dans le titre du cours ouvert aux étudiants que ça soit une histoire politique des territoires. Parce que
je pense qu'on a tort d'imaginer que l'action publique soit uniquement forme de désincarnation politique et qu'on soit sur un versant essentiellement technique, voire technocratique. Or, en réalité, il existe bien une histoire politique des territoires, de la construction territoriale, et de ce point de vue-là, il me semble que ce rapport décoloniser la province, qui a été d'ailleurs fort opportunément réédité il y a de cela 3-4 ans par l'Institut Tribune Socialiste et par l'éditeur Bruno Le Prince, avec des témoignages d'ailleurs de Michel Rocard qui resitue ce rapport dans son contexte historique, et également des apports de Jean Le Garec et de Georges Gontcharoff, montre bien qu'effectivement, on est là sur une réflexion d'un haut fonctionnaire, mais avec une véritable consistance politique, puisque évidemment le but de ce rapport, c'est d'une part évidemment évaluer la question en particulier régionale, et puis d'autre part proposer une solution socialiste à la question qui est posée dans ce rapport. Et donc ce que je voudrais vous montrer, c'est comment effectivement ce rapport décoloniser la province, avec comme sous-titre « La vie régionale en France », s'inscrit effectivement dans une séquence politique extrêmement dense. Nous sommes en 1966, c'est-à-dire au moment où effectivement le pouvoir gaullien a accéléré les réformes. Nous sommes à peine 2 ans après la grande réforme régionale qui crée les préfets de région et qui crée également les commissions de développement économique régional, les CODER. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se faire, et quelque part c'est aussi le positionnement du PSU sur cette question. Donc ce que je voudrais effectivement ici vous montrer, c'est comment ce rapport se positionne par rapport à la transformation en profondeur de l'action publique après la Deuxième Guerre mondiale. Il me semble également que ce rapport éclaire aussi sur la manière dont le PSU conçoit l'action publique et le militantisme, parce que le PSU, avec la DELS, propose des solutions innovantes sur la manière de militer, en particulier par rapport à une SFIO vieillissante, plutôt appuyée sur la notabilité locale, plutôt que sur un véritable effet d'entraînement militant. Et puis, troisième point que je voudrais également ici développer, c'est, et là elle est plus prospective cette partie, c'est d'essayer de réfléchir avec vous sur la manière dont ce rapport a pu nourrir la réflexion du Parti socialiste post-Épinay, post-71, sur la question territoriale et en particulier sur la fabrication du projet de décentralisation auquel Michel Rocard sera associé à la fois comme ministre du Plan en 81 et puis également comme Premier ministre à partir de 1988. Donc, de ce point de vue-là, ce rapport, me semble-t-il, effectivement, est un jalon important dans la réflexion politique sur l'action publique, d'autant qu'il pose un certain nombre de questions. Vous parliez tout à l'heure de rapports un peu datés. Sur certains aspects, je l'entends, mais pour autant, il pose quand même un certain nombre de questions qui restent d'actualité. Je me tourne là vers l'ancienne maire de Strasbourg et vers le maire de Clermont-Ferrand. À un moment dans le rapport, il est dit que, alors il parle de conseil d'agglomération, mais on comprend bien que c'est évidemment l'anticipation de la métropole, il revendique la possibilité d'élire au suffrage universel ce conseil d'agglomération. Sauf erreur de ma part, c'est toujours une question qui, alors n'est pas vraiment mise sur la table, ou alors vraiment sur un coin de table, mais en tout cas c'est une question qui interpelle évidemment toute personne qui s'intéresse à ces questions. Alors, premier point que je voudrais ici assez rapidement développer. Combien ai-je de temps ?
Une vingtaine de minutes. Ouais, c'est bien, merci. Donc effectivement, premier point que je voudrais ici développer, la question du nouveau militantisme versus PSU. Et là, évidemment, ça fera écho, je pense, à ce que dira Pierre Zemmour sur la DELS, puisqu'il faut bien comprendre que le PSU et la DELS sont quelque part des vases communicants avec des personnes qui font le trait. On parlait de Georges Gontcharov, qui est à la fois et dans la DELS et dans le PSU. Et de ce point de vue-là, il faut également rappeler que Michel Rocard lui-même a présidé la DELS. Alors, ce militantisme, je disais, versus PSU, a effectivement très certainement innové dans la manière d'appréhender les questions urbaines, dans la mesure où effectivement, je faisais la comparaison tout à l'heure avec la SFIO, qui resterait, de mon point de vue, en ce qui concerne le traitement de l'action publique, sur, je dirais, une version très troisième force ou tripartisme. C'est-à-dire que lorsqu'on étudie la position des élus socialistes, finalement, on reste sur une posture assez classique de collaboration en termes locaux, mais sans véritablement, je dirais, innovation du point de vue du traitement de l'action publique. Et à cet égard, eh bien, le PSU s'est positionné d'abord très rapidement sur les questions urbaines, au sens large du terme. Le PSU a d'ailleurs créé une association qui s'intitule Socialisme et vie urbaine, qui va faire écho à l'ouvrage assez célèbre d'Henri Lefebvre, paru en 68, qui s'appelle Le droit à la ville, et qui reprend effectivement toute une série de réactions. Alors, en fait, avant même le rapport Décoloniser la province, il y a eu un événement important qui a quelque part matérialisé cette approche innovante de la question territoriale et de l'action publique, c'est la victoire d'Hubert Dubedou en 1965 comme maire de Grenoble à la tête d'un groupe d'action municipale et qui, effectivement, qui va politiser les questions territoriales, les questions d'action publique, puisque notamment son adjoint à l'urbanisme, Jean Verlac, va notamment remettre en cause le schéma d'agglomération qui avait été préparé avec les services de l'État, et notamment les services de la Caisse des dépôts. Et finalement, ce que dit Verlac, c'est votre projet est certainement très bien, mais ce n'est pas le nôtre. Nous sommes élus, nous avons le suffrage universel pour nous, donc nous allons remettre en cause ce schéma d'agglomération, ce qui a quand même un peu stupéfait les hauts fonctionnaires que des élus puissent effectivement remettre en cause un schéma d'agglomération qui avait été prévu par les services de l'État. Bien. On pourrait aussi citer, je ne développe pas, l'exemple en 71 d'Hérouville-Saint-Clair où François Gindre, élu maire, va mener également avec le GAM local et le PSU une politique municipale ambitieuse dans le domaine urbanistique et foncier. Donc, le PSU a infusé très certainement, voire même certainement, une nouvelle manière d'appréhender l'action publique au niveau territorial. Deuxième point, très rapidement également, c'est ce qu'on pourrait appeler le militantisme résidentiel, c'est-à-dire que très tôt, soit dit en passant, en concurrence assez forte avec le Parti communiste, on a eu des militants PSU qui se sont véritablement investis sur ces questions étroitement liées à l'action publique, notamment dans les grands ensembles. On peut citer par exemple Claude Neufchander, qui a été à la DELS, et qui s'est beaucoup investi sur les questions de militantisme résidentiel. Il a été membre du Conseil des résidents de Sarcelles, mis en place par François Bloch-Lenné, dirigeant de la Caisse des dépôts, et qui avait impulsé cette dynamique. Et donc, on voit qu'effectivement, c'est un peu, je dirais, le parallèle par rapport à ces questions d'action publique territoriale, c'est ce militantisme résidentiel qui nourrit effectivement la pensée. Et pour en terminer sur cette première partie, citer également les relais militants. Alors, je ne vais pas ici développer, puisque Pierre Zemmour va en parler, mais l'Association pour la démocratie et l'éducation locale et sociale,
dit l'ADELS, qui est né en 1959 dans le champ de l'éducation populaire. Mais il faut également citer les contributions de la CFDT. La CFDT s'est beaucoup investie sur ces questions de réflexion portant sur l'action publique territoriale. Et puis on pourrait citer effectivement d'autres mouvements, je pense notamment à Citoyens 60, et également d'autres clubs de réflexion comme le club Jean Moulin. Donc, pour en terminer sur cette première partie, je dirais qu'il y a une sorte de biotope assez propice à donner des réponses à la politique qui est menée à l'époque, au milieu des années 60, par le gouvernement, puisque le gouvernement a décidé d'accélérer la territorialisation de l'action publique. J'ai cité la réforme régionale de 64, et je pourrais aussi tout autant citer la création de la DATAR en 1963, qui a quelque part effectivement un peu ébranlé les poncifs locaux, dans la mesure où effectivement jusque-là, les maires n'étaient pas véritablement confrontés à des projets d'envergure régionale. Et au fond, le PSU va proposer effectivement un véritable marqueur politique sur comment on répond à ces enjeux, et ce marqueur politique, eh bien, il est effectivement formalisé par ce rapport décoloniser la province, présenté effectivement en 1966 dans le contexte que l'on a cité tout à l'heure en introduction, et qui est de la plume intégrale de Michel Rocard, comme lui-même donc le dit dans cette réédition. Alors, le contexte politique, le terme évidemment de décoloniser la province est un terme fort. Je rappelle que nous sommes en 66, c'est-à-dire à peine 4 ans après la fin de la guerre d'Algérie, et que, évidemment, ce terme de décolonisation fait écho directement à la guerre d'Algérie. Sur le plan politique, on voit quand même l'une des réflexions du PSU, c'est comment produire de nouvelles mobilisations politiques. On sait que le PSU, sa matrice, c'est quand même la lutte, l'engagement contre la guerre d'Algérie. La question, c'est comment on peut effectivement recréer un militantisme politique extrêmement dense dans, encore une fois, le contexte institutionnel de l'époque. Et de ce point de vue-là, effectivement, il y a une réflexion menée à gauche sur cette question. J'ai cité tout à l'heure le club Jean Moulin, qui notamment en 68, donc 2 ans après le rapport, publiera une contribution intitulée « Les citoyens au pouvoir, 12 régions, 2000 communes », qui est, lorsqu'on le relit, quand même relativement révolutionnaire, notamment cet étiage des 2000 communes. Et de ce point de vue-là, effectivement, il faut bien dire que ce rapport est quand même un peu un écho isolé dans la gauche française, dans la mesure où, effectivement, j'ai cité la SFIO, on pourrait tout autant citer le Parti communiste, qui reste quand même très largement sur une posture jacobine. Et d'ailleurs, Hubert Dubedou aura cette déclaration en 66, au moment de la rencontre de Grenoble, je cite, « Il y a dans ces textes un grand vide en ce qui concerne la vie régionale, étant bien entendu que je ne me réfère pas à la parodie de vie régionale que nous connaissons actuellement. » Fin de citation. Donc oui, il y avait un vide politique en termes de réflexion sur que le rapport appelle la vie régionale, et ce rapport, donc effectivement, va apporter une contribution originale dans le débat qu'il souhaite, en tout cas, Michel Rocard, comme étant un débat politique et non pas uniquement technocratique. Alors ce rapport, il est composé de 3 parties. Une première partie qui s'intitule « La province est-elle colonisée ?» Point d'interrogation. Un deuxième partie sur les conditions d'un développement autonome. Alors on voit évidemment poindre derrière la plume de Georges Servet le haut fonctionnaire, c'est-à-dire que cette deuxième partie, elle est extrêmement dense en termes de chiffres,
notamment, c'est-à-dire que c'est pas uniquement c'est pas uniquement des affirmations politiques. On a affaire à un rapport qui est celui d'un inspecteur des finances, c'est-à-dire effectivement un rapport étayé avec des chiffres, des courbes, etc., etc. Et puis troisième partie, un peu moins attendue évidemment de la part d'un fonctionnaire, c'est ce qu'il appelle une politique socialiste de la région, c'est-à-dire effectivement montrer que il y a une solution politique à la régionalisation. Alors, sur la première partie, effectivement, évoquer des situations coloniales, hein, je reprends le terme pris dans le rapport, peut étonner. En réalité, ce discours sur, au fond, l'assujettissement de la province par rapport à la métropole parisienne n'est pas forcément nouveau. Alors, ce qui m'a interpellé en tant qu'historien, c'est qu'il fait lui-même référence aux fameux ouvrages de Jean-François Gravier, qui s'intitule « Paris et le désert français », qui a été une sorte de bible pour toute une génération de hauts fonctionnaires. Alors, ça, c'est intéressant d'ailleurs, sans vouloir faire d'anachronisme, c'est que Jean-François Gravier, quand il écrit ce livre, n'est pas qu'un géographe. C'est aussi quelqu'un qui a un passé militant extrêmement fort du côté de Vichy, hein, qui a édulcoré dans l'ouvrage de 47, mais dans lequel il y a encore des saillies assez fortes contre les métropoles, contre la métropole parisienne, et cette filiation entre Gravier d'un côté et le PSU de l'autre peut étonner. Il y a une forme d'œcuménisme qui, revisité par l'histoire, a de quoi effectivement étonner, mais ça montre bien qu'effectivement à l'époque, Gravier est totalement dépolitisé et que sa pensée est appropriée par une partie de la gauche qui est en train effectivement d'opérer une sorte de mutation d'un jacobinisme, d'une posture jacobine traditionnelle vers effectivement une réflexion sur la décentralisation. Mais de ce point de vue-là, ce n'est pas étonnant dans la mesure où effectivement Michel Rocard appartient à cette génération de hauts fonctionnaires qui ont été fortement marqués par la pensée graviériste. Alors on va retrouver effectivement des termes très proches de Gravier dans cette première partie. Hein. Je vous donne deux formules employées par Michel Rocard. Paris n'a rien abandonné de ses fonctions de commandement. Et d'autre part, hein, on va parler de la province impotente ou du Paris apoplectique pour précisément notifier ce congestionnement de la vie parisienne. Et donc, au fond, la réflexion de Michel Rocard, c'est de proposer à la fois des solutions techniques, mais également de faire un certain nombre de notifications, je dirais, d'ordre plus politique. Avec notamment, ce qui est, me semble-t-il, hein, une spécificité du PSU en termes d'anticipation, c'est ce qu'on appelle la convergence des luttes, hein, c'est-à-dire qu'on voit très bien qu'au travers du rapport décoloniser la province, hein, il l'écrit, je cite, « Le combat pour le développement et l'aménagement des régions est un élément aujourd'hui essentiel des luttes des classes ». Fin de citation. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il appelle la gauche à se mobiliser sur ces questions en écartant tout à fait l'hypothèse que ce seraient des questions technocratiques qui n'ont pas lieu qui n'ont pas à donner lieu à des débats politiques. Donc on voit bien ici la volonté de Michel Rocard, à la fois d'apporter des solutions sur l'amélioration, l'efficience de l'action publique, et en même temps, eh bien, de politiser la question régionale. Et de ce point de vue-là, quand même quelques pics assez acéré, notamment sur le fonctionnement de ces fameuses commissions dont je parlais, hein, puisqu'il s'interroge, je cite, « Ne risque-t-on pas, sous prétexte de développement régional, de se trouver engagé, coincé dans des alliances compromettantes avec les pires notables réactionnaires ?» Fin de citation. Alors, il ne cite personne, mais on peut effectivement rappeler ici, par exemple, que Guy Mollet a été un membre très actif de la CODER du Nord-Pas-de-Calais et que
on a reproché notamment à Guy Mollet, parmi les nombreux reproches qu'on a pu lui faire, eh bien, finalement, d'avoir fonctionné dans cette CODER un peu sous ce que je disais, sous la forme troisième force, c'est-à-dire effectivement avec les notables locaux de tous bords, et d'envisager des solutions, je dirais, relativement neutres du point de vue politique. Donc on voit, je répète, la politisation de cette question, rappelant, je reprends ici aussi un terme de Michel Rocard, que de son point de vue, les socialistes ont, je cite, redécouvert par accident la question régionale. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, ça montre bien, d'abord, la connaissance qu'il a du mouvement, de l'histoire du mouvement ouvrier, mais au sens politique du terme, et qu'effectivement, il y a eu un moment, alors le problème c'est qu'il ne cite pas de source, mais effectivement, il y a eu un moment où l'histoire politique de la gauche a croisé l'histoire régionale. Bien. Donc, quelque part, c'est un appel en termes politiques qu'il lance ici, et il va donc pour cela proposer un certain nombre il va faire un certain nombre de propositions, notamment, c'est relativement classique à l'époque, donner une véritable structure démocratique aux collectivités locales, dans la mesure où, effectivement, de son point de vue, c'est associer les habitants plus étroitement aux décisions qui sont prises. Ce que dira le Parti socialiste, d'ailleurs, dans les années 70, mais on voit en quoi ce rapport, quelque part, anticipe cette réflexion. Il se positionne également sur la question de la création d'une assemblée régionale. Alors, soit dit en passant, il va moins loin que le général de Gaulle en 69, puisque le général de Gaulle proposait l'élection au suffrage universel d'une assemblée régionale. Lui propose un mixte avec des élus territoriaux et des représentants des organisations professionnelles et sociales qui éliraient son exécutif, et il propose la suppression des préfets de région, qui a été considéré effectivement par la gauche comme une sorte de mainmise de l'État sur le développement régional. J'ai cité tout à l'heure la question du conseil d'agglomération, élu au suffrage universel, et puis également, ce qui n'est pas le point le moins intéressant du rapport, c'est qu'il propose, et là aussi il me semble que c'est peut-être sur l'autre coin de table aujourd'hui, la question de la réforme globale des finances locales, qui est toujours une question, me semble-t-il, je suis moins expert sur cette question, mais des finances, des finances locales. Donc de ce point de vue-là, pour clore cette deuxième partie, on voit bien qu'effectivement ça vient un peu bousculer d'abord la réflexion de la gauche sur la question de l'action publique et sur la question, j'allais dire, effectivement, de cette vie régionale. Et puis on voit donc effectivement, ce sera ma troisième, elle sera, je vous rassure, beaucoup plus courte, où je m'interroge, c'est plus des interrogations, sur les héritages de ce rapport décoloniser la province. Bon, je passe donc effectivement sur la manière dont ce rapport a pu entraîner un certain nombre de, c'est Michel Rocard qui le dit dans cette réédition, de rencontres nationales sur la question régionale, avec un certain nombre de réunions en région, et non pas à Paris. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, il me semble que ce rapport a engagé une dynamique, que l'on va retrouver notamment, me semble-t-il, par exemple dans la gestion des établissements publics régionaux, créés par la loi de 72 et dans lesquels on voit qu'un certain nombre de présidents socialistes de région se sont largement investis. Je pense notamment à Pierre Mauroy à Lille et à Gaston Defferre à Marseille, c'est-à-dire qu'ils se sont emparés d'outils techniques et ils en ont fait des objets politiques. Deuxième élément, me semble-t-il, d'héritage, c'est l'acculturation du Parti socialiste à la décentralisation. On voit que, par exemple, dans les législatives de 67, ce n'est pas un thème présent dans les campagnes des différents militants. En revanche, par rapport au référendum de 69, on voit comment va infuser une réflexion et que tout au long des années 70, le Parti socialiste va faire de la question régionale, de la réforme de l'action publique, un cheval de bataille avec une première étape décisive, avec les élections municipales de 1977. Enfin, dernier élément, je m'interroge également
sur le legs de ce rapport, sur la manière dont les socialistes au pouvoir, cette fois, ont pu appréhender ces questions de démocratie locale matinée à l'action publique, notamment au travers de la politique de la ville, où on voit bien que dans ce rapport, il y a un appel de Michel Rocard à dépasser l'engagement associatif dans le quartier pour s'investir dans le combat politique en faveur de la ville. Et il me semble qu'on va retrouver, notamment dans les travaux de la Commission nationale du développement social des quartiers, présidée par Hubert Dubedou, un certain nombre de points évoqués dans ce rapport. Enfin, dernier élément, eh bien, c'est que Michel Rocard, et j'en terminerai par là, Michel Rocard a eu, dès l'arrivée aux affaires en 1981, même dans un périmètre contraint qui est celui de l'aménagement du territoire et du plan, eh bien, l'occasion de mettre en perspective quelques points de ce rapport, puisque, et ce n'est pas l'un des moindres points de son action ministérielle en 1981, c'est que en tant que ministre du Plan, eh bien, il aura l'occasion de créer les contrats de plan État-région qui ont marqué, me semble-t-il, de manière certaine et longue l'action publique territoriale en France et dont on peut penser que l'une des racines eh bien, vient de ce rapport Décoloniser la province. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur, de cette remise en perspective et qui va nous conduire peut-être à interroger tout de suite, puisque vous avez terminé finalement par les questions d'héritage de ce rapport, Olivier Bianchi et Catherine Trautmann sur la manière dont aujourd'hui ils perçoivent le questionnement qui était celui de Michel Rocard dans les années 60 et de quelle manière, j'ai envie de dire, est-ce que la province est aujourd'hui toujours aussi colonisée qu'elle l'était il y a 50 ans? Alors je ne sais pas si Olivier Bianchi veut commencer à réagir aujourd'hui sur sa perspective en tant que maire de Clermont-Ferrand. Alors d'abord merci de cette invitation à débattre avec vous sur cette question. Je n'aurais peut-être pas fait la même réponse il y a un an qu'aujourd'hui, y compris dans le contexte universitaire. D'abord, pour y donner des exemples, de vous dire qu'au fond, en 66, moi j'avais moins 4 ans, et donc vous pouvez se demander ce que aujourd'hui je fais ici. Simplement, vous l'avez dit, il y a une filiation entre ce texte, l'action qui est conduite dans les années 80, et ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, j'ai deux questions sur lesquelles moi j'aimerais réagir. C'est la première, y a-t-il encore de la décolonisation à faire? On a été à dire des choses. Alors, évidemment, quand on a une décolonisation parle, on a tendance à répondre assez rapidement oui, et notamment quand on se penche sur la question ferroviaire. Mais je voudrais aussi revenir sur les formidables intuitions que M. Rocard a eues dans le cadre de ce texte et de ses activités, et qui a finalement préfiguré le contexte dans lequel nous exerçons aujourd'hui nos fonctions dans les métropoles et dans les EPCI et dans les mairies, au fond dans les instances du peuple local sur lesquelles nous sommes investis. Il faudrait d'abord dire il faudrait regarder un peu par orthographie comment en 77, un grand nombre de maires qui ont conduit des politiques un peu innovantes ont traduit finalement ce texte de 66 dans une forme de réalité, était issu de la pensée de Michel Rocard. Ça serait intéressant, je pense qu'on redécouvrirait qu'ils étaient très très largement représentés. Et ben, je dois dire que dans la nouvelle génération des quarantenaires du socialisme qui gère aujourd'hui une quinzaine de grandes métropoles, vous pourriez retrouver dans nos trajectoires et dans nos engagements de jeunesse, notamment ce qui concerne les clubs forums, vous pourriez retrouver chez beaucoup de ces maires, je pense à Rennes, à Nantes, à Nancy, à Montpellier, à Clermont-Ferrand évidemment, je pense à d'autres, des gens qui, à un moment donné, ont été, comment dirais-je, biberonnés sur les principes, les valeurs et les idées de Michel Rocard. Du coup, moi, les deux questions sur lesquelles je veux intervenir, c'est, premièrement, pourquoi finalement il y a eu des intuitions et pourquoi le laboratoire que nous aujourd'hui
et celui qui nous permet d'exercer finalement à la fois ces idées et valeurs. Je voudrais d'abord insister sur la question des politiques publiques. Nous avons un grand nombre de politiques publiques dans le bloc local, notamment sur les questions de proximité, sur la question de l'envie, sur la question du renouvellement urbain, sur la question de l'éducation populaire et du rapport à la culture dans le cadre de la décentralisation. Toutes ces politiques publiques aujourd'hui nous les portons, et donc le territoire municipal est un laboratoire. Deuxième chose, c'est la démocratie de proximité. Donc aujourd'hui, c'est une sorte d'alpha et d'oméga d'une gestion d'une collectivité. On ne peut plus imaginer une politique finalement simplement, comment dirais-je, descendante. Il y a une co-construction absolue. Il y a on est même au-delà de la concertation, puisque à Clermont, comme dans beaucoup d'autres villes, nous sommes aujourd'hui dans le cadre du budget participatif. On pourrait y voir finalement les déclinaisons des unités sociales de base, et on pourrait voir dans nos conseils de quartier qui ont été instaurés par la loi de 2002 les héritiers des commissions extra-municipales qu'il avait voulu, notamment à Conflans. Donc, j'ai envie de dire, première chose, on est dans un laboratoire et l'exercice, le métier de maire, aujourd'hui, doit beaucoup, et en tout cas apporte énormément de réponses sur le fond, à ce qu'il a imaginé. Et puis, je voudrais dire un mot sur l'intercommunalité, les EPCI. Les EPI, c'est l'hyper-cadre de la négociation. Tant que nous ne sommes pas au suffrage universel, j'y reviendrai tout à l'heure sur comment poursuivre le mouvement, tant que nous sommes entre pairs, PAIRS, et chaque maire compte. Et au fond, le maire de la ville-centre, peut avoir un poids démographique, un poids politique important. Il ne peut pas aujourd'hui gérer sa métropole sans une concertation permanente et une recherche perpétuelle du consensus. Et je dois dire que de ce point de vue-là, si vous m'autorisez à le formuler, l'école rocardienne a été un formidable apprentissage pour et presque comment dirais-je, celle qui peut nous rendre les plus efficients ou les plus efficaces présidents d'intercommunalité, parce qu'au fond nous avons intégré la recherche permanente d'un consensus entre ville-centre, périphérie, entre grosses et petites communes, entre riches et pauvres, et quelquefois c'est moins important, quoi qu'on en pense, entre ville de gauche et ville de droite. Et aujourd'hui, notre héritage nous permet certainement de comprendre que l'espace de l'intercommunalité, qui est sûrement le plus important dans les métropoles, je voudrais redire pour ceux qui nous écoutent, Michel Rocard avait imaginé ces histoires de compétences du quotidien. Rendez-vous compte, dans une métropole aujourd'hui, on a la vie quotidienne. Un petit problème de liaison, c'est les aléas du direct, comme on dirait à la télévision. Donc peut-être Catherine Trottmann peut-elle rebondir pour nous donner son approche avec un recul qui est différent de celui d'Olivier Bianchi. Oui, merci évidemment aussi de m'avoir convié au fond à relire Décoloniser la province et à réfléchir sur le parcours, au fond, dans lequel j'ai pu traduire en tant que maire, en tant que présidente d'agglomération, en tant qu'élue locale tout simplement, militante aussi, quelques-unes de ces idées, mais j'y ajouterai aussi une petite dimension européenne, puisqu'il y avait aussi des évolutions sur le plan européen, des politiques régionales, au moment où tout ça s'est mis en place. Michel Rocard présente ce rapport, vous l'avez, monsieur le professeur, rappelé, en 1966. La communauté urbaine de Strasbourg, les communautés urbaines, datent de 1967. Selon l'idée de métropole d'équilibre, on en cherche d'abord 6, puisque Marseille ne veut pas faire partie du lot, et donc elles seront 9 finalement. C'est ainsi que je les ai connues, le Club des 9, en 1989. Nous sommes dans une quasi-concomitance de ces transformations. À l'époque, je prépare les élections municipales de 1989. Je m'inspire en partie de cette analyse de Michel Rocard et de ses recommandations, tout en cherchant à l'époque les points sur lesquels le temps, les évolutions institutionnelles avec la décentralisation, il convenait de se distancer. Aujourd'hui, avec l'expérience et quelques réformes plus tard, j'observe les traits pertinents et permanents, je dirais malheureusement,
pour les plus problématiques des réflexions de Michel Rocard. En 1966, Olivier Bianchi avait 4 ans, moi j'en avais 15, et Michel Rocard, je le connais à l'époque beaucoup plus comme l'un des chefs éclaireurs de mon frère, plutôt que comme un leader politique. La lecture de Décoloniser la province date de ma participation à des groupes de travail sur le projet de décentralisation dans le cadre de la préparation du projet socialiste et de la gauche de 1981. Entre déconcentration des services de l'État et régionalisation, les lois de fer introduisent un profond changement, mais inscrivent aussi dans la durée un compromis qui ne cessera, à mon sens, d'empêcher la constitution de régions fortes comme échelon pertinent des équilibres entre territoires ruraux et territoires urbains, entre bassins d'emploi. Le compromis, on le voit dans le maintien des départements, d'une part, mais aussi, même si les collectivités régionales sont créées à plein titre, sont élues, ont des compétences, il se trouve néanmoins une difficulté qui est peut-être d'ordre symbolique, mais le symbole en politique joue aussi, c'est celui de la, je dirais, de la légitimité, de la représentativité du maire par rapport à la commune. La République est fondée sur 2 types de communautés, la communauté nationale, la nation, mais aussi la commune. Et les départements ont été pendant très longtemps un échelon administratif. La région a été, au fond, de ce point de vue, confrontée à la nécessité de construire sa propre légitimité. Se trouve ainsi établi sur la durée le problème de la définition et de la répartition des compétences entre les 3 niveaux local, départemental et régional. Autre difficulté, Michel Rocard le souligne dans Décoloniser la province, la question des villes. Il affirme, et on peut encore le faire aujourd'hui, qu'il n'y a pas de région sans ville puissante, qui tire le développement, l'innovation et prodigue les services nécessaires au territoire régional. J'ai relu avec énormément d'intérêt ce qu'il dit, page 21, sur l'Alsace, où il dit l'Alsace a tout, sauf une chose, elle ne s'appuie pas suffisamment sur son université qui lui donnerait les moyens de l'innovation. Ça a été pour moi un des cœurs du projet urbain que j'ai souhaité mener. Or, la France et ses élites va mettre beaucoup plus de temps à comprendre l'importance du fait urbain dans la mondialisation que d'autres pays européens, si j'ai pu l'observer, peut-être à part pour Paris et encore. Élu à la présidence de l'intergroupe des élus locaux et régionaux en 1989, je vais m'engager avec mes amis des Eurocités dans la bataille pour la reconnaissance de l'Europe des villes, en même temps que la reconnaissance de l'Europe des régions. Et je vais vivre cette lutte d'influence que le commissaire de l'époque va faire basculer dans le camp des régions, au détriment en partie des villes, les régions européennes étant considérées comme le niveau pertinent de rééquilibrage économique et social entre régions et pays prospères ou en développement. C'est la politique de création des fonds régionaux, c'est l'époque où on cherche à rendre l'élargissement acceptable et possible dans le rattrapage économique des pays récemment entrés. Mais Jacques Delors est sensible au développement local et à tous les facteurs nécessaires à la vitalité économique. On travaille sur l'économie sociale et solidaire, sur l'accès des jeunes à l'emploi. Il y a la création du comité des régions et des villes. On peut, à ce moment-là, faire le lien entre la transformation française et l'évolution des collectivités territoriales et en même temps aussi la projection de ces collectivités à l'échelle européenne. Mais ce que je constate néanmoins, c'est que entre le niveau local et le niveau régional ou national, les collectivités intermédiaires vont avoir du mal à s'affirmer et trouver le sens et le poids politique qui leur permettra d'être au même niveau que leurs partenaires et interlocuteurs ou interlocutrices à l'échelle européenne. Beaucoup de choses passent par l'incarnation dans le maire, dans le président, pour ce qui concerne la région, mais sans qu'on ait pour le niveau de l'intercommunalité, ce qui était, vous l'avez rappelé d'ailleurs, M. Tellier, la validation démocratique par le vote de l'échelle de l'agglomération. On n'a jamais voulu toucher aux 36 000 communes à cause de la légitimité que les maires et les communes pouvaient avoir. Ce que je relève dans les défauts qui sont permanents et qui ont amené systématiquement à corriger les lois votées au fur et à mesure du temps,
c'est que les villes, dans notre conception française, ont été souvent considérées comme des poches à problèmes, avec une politique de réparation perpétuelle, c'est la politique de la ville, et moins comme ce que Rocard propose, c'est-à-dire comme le lieu de l'émergence d'une forme de développement économique local portée par les élus locaux. La conception zonée des territoires délimités est une vision de la redistribution et pas suffisamment de la génération de richesses. Rocard définit le rôle des villes dans cette capacité d'autonomie et de génération de richesses. Je pense aussi que, et on le voit dans la manière dont la France est située sur le territoire européen, qu'un des grands défis que nous avons aujourd'hui, c'est celui de basculer dans une économie du flux, des flux. Les flux de marchandises, les flux de personnes, les mobilités, mais aussi les flux de données. Et que cette situation amène à revisiter en quelque sorte cette conception un peu figée du territoire à l'ancienne, délimité selon des lois, des règlements, et pour avoir proposé un projet territoire de santé, territoire d'innovation en matière de santé, qui lie Strasbourg avec le territoire rural, j'ai pu expérimenter comment en quelque sorte la sortie du territoire traditionnel, institutionnel, est porteuse de ce que Rocard a appelé de ses voeux, c'est-à-dire un partenariat actif sur la base d'un projet et dans la pertinence et la cohérence d'un territoire qui est en quelque sorte habité de manière humaine avec ses acteurs, qu'il cite d'ailleurs à l'époque, dont les élus locaux, qui sont de véritables animateurs. Donc je pense que ça demande de l'époque de bousculer la vision un peu traditionnelle des territoires et de leur opposition pour trouver la voie de la mutualisation et des partenariats reste totalement d'actualité. Je pense aussi qu'avec la crise Covid, la question de la proximité est totalement revisitée, sous son angle aussi de renouveau démocratique qui était inclus, je dirais, dans la façon dont Rocard parle de cette décolonisation active. Ce n'est pas simplement une décolonisation, c'est une construction d'un nouveau pays auquel il appelle. C'est ce que je garde aujourd'hui de sa réflexion, de son héritage, et en même temps, je le considère aussi comme un défi. Il faut être à la mesure, je dirais, de ce message pour pouvoir aussi juger aujourd'hui ce qui ne va pas et ce qui peut être transformé. Merci Catherine. On reviendra dans un instant vers Olivier Bianchi qui a été interrompu par la technique tout à l'heure, mais puisqu'il avait évoqué la question de la démocratie participative et de l'association des citoyens au processus de décision, on va demander tout de suite à Pierre Zemmour de nous faire un petit retour en arrière sur l'histoire de l'ADELS qui a même précédé tout ça, parce que l'ADELS, elle naît finalement d'une réflexion sur la capacité de la gauche après 1958 à se réinventer, et notamment après les élections municipales de 1959. Alors, Pierre Zemmour sur l'histoire de l'ADELS, et puis on reviendra ensuite sur finalement les critères que Michel Rocard avait essayé de définir sur cette décolonisation pour vérifier leur actualité. Oui, merci. L'histoire de l'ADELS, effectivement, permet d'alimenter la réflexion sur tout l'héritage et la mise en œuvre des principes vécus dans la politique du Parti socialiste notamment. La dimension territoriale, les territoires. Territoire, c'est le nom de la revue de l'ADELS à partir de 1989, la suite étant prise de correspondance municipale. Et on voit qu'en 89, on est 30 ans après la naissance, en maturité de réflexion de l'ADELS, cette maturité va éclairer beaucoup de la réflexion. Mais je réponds à la sollicitation du flashback. L'ADELS est, par son slogan, faire du citoyen mineur
d'une commune sous tutelle, un citoyen majeur d'une commune émancipée. Ces intentions figurent dans les statuts mêmes de la DELS et certaines expressions ont une modernité, c'est-à-dire qu'en fin de compte, les principes soulevés sont toujours à l'ordre du jour et qu'il faudrait y avancer. L'association a pour but, je vous lis 2 ou 3 passages des statuts, l'association a pour but de contribuer à l'engagement et à la prise de responsabilité des citoyens dans la société. Je crois que c'est au-delà de la décentralisation, c'est une autre manière de prévoir la relation entre la société et les citoyens. D'autres phrases sont intéressantes. C'est le lieu d'échange, du développement et de l'organisation des territoires. C'est l'expérience des acteurs locaux qui doit être portée à la réflexion politique. Et l'expérience des acteurs locaux, ça a une sonorité moderne puisqu'on parle à la suite des réflexions des débats publics sur l'expertise d'usage. Enfin, l'association s'appuie et oriente son travail pour nourrir les associations d'éducation populaire et des groupes locaux. Donc, en 1959, l'ADELS est créée, elle est majeure dans sa réflexion en 1989 et elle va fêter ses 50 ans en 2009. Elle commémore ses 50 ans par une réunion à l'Assemblée nationale de tous ses anciens présidents et aussi par les 12e rencontres de la démocratie locale qui a lieu à Grenoble en mars 2010. Dans son message, Michel Rocard dit l'importance de Grenoble, principal creuset de cette démocratie locale qui appelle de ses vœux la participation des citoyens, soit directement, soit via des associations d'action municipale ou d'éducation populaire. La participation des citoyens, la question est toujours d'actualité. Et quand on voit les limites que peut avoir une convention citoyenne pour faire participer les citoyens, il y a effectivement un manque de réflexion sur la participation. N'est pas seulement une voie de proposition, mais elle doit être assez complète avec un regard sur la mise en œuvre. Si certaines mesures ne peuvent pas être de la Convention citoyenne, ne peuvent pas être retenues, pourquoi? Quel blocage administratif? Donc il faut effectivement voir ce qu'il y a derrière la participation des citoyens. Les fondateurs de l'ADELS sont d'ailleurs plus des éléments d'un réseau que des membres d'une association classique. Alors, je ne vais pas citer tous des noms, mais il faut quand même citer Roger Bonez, qui est l'exemple même du militant local qui pose des questions et contribue à la résolution de certaines contradictions dans l'action publique. Roger Bonez, André Chaudière, Claude Néry. Il y a aussi, on l'oublie parfois, Joseph Rovan de Culture et de Peuple et Culture, qui intervient au Centre universitaire expérimental de Vincennes. Joseph Rovan sera d'ailleurs le président initial de l'ADELS. Alors les apports sont divers, les contributions sont complémentaires, on s'écoute et la haute fonction publique qui apprend même des autres. Une place importante revient à la formation
des élus municipaux, des enseignants, des militants sociaux, syndicaux, politiques, avec effectivement aussi quelques journalistes, grâce à Georges Gontcharov qui les associe. L'ADEL, c'est ainsi une association qui structure une pensée sur le communal, sur le municipal, et cette identité d'association au service d'autres associations fonctionne, mais c'est là un peu le piège du virus de la centralité. Elle fonctionne beaucoup plus sur des principes jacobins. Et la décentralisation, dont nous rappelait Henri Lallet, nous rappelait l'importance, ralentit le virus de la centralité, ralentit l'évolution vers la participation. Alors, les thèmes de formation, les équipements municipaux, les finances locales, l'aménagement du territoire, l'habitat, et aussi les espèces d'opérations nouvelles qui apparaissent, comme les opérations d'aménagement, les ZAC, les UP, tout ça demande d'être décodé parce qu'on est dans des langages de l'administration, et l'ADEL, c'est des gens comme Roger Bonez vont s'y employer fort bien. Décoder, par exemple, on prend les POS, eh bien les POS, ça devient une manière de s'interroger dans les communes sur l'évolution, sur effectivement l'attente d'information des citoyens et la participation possible. Rocard note d'ailleurs dans son message, Grenoble a été pour l'administration en charge de l'aménagement urbain, et on évoquait tout à l'heure des structures comme la DAFU, a été un laboratoire et une vitrine de l'expérimentation de réglementation qui a ouvert la voie à la consultation des citoyens et à la concertation. Et Rocard ajoute, priorité pour l'avenir au développement des pratiques participatives, partage de l'information, du savoir, dialogue, développement des consultations, des concertations et du débat public, pour jalonner la préparation des décisions et des instances élues de la démocratie. Et il précise, le principe de subsidiarité nous anime pour militer à chaque fois que possible en faveur d'autorégulation, d'abord au niveau local, mais, dit-il, sans se bercer d'illusions sur le fait qu'il s'agit de co-construire et non pas seulement d'hériter. La subsidiarité est un mot qui me préoccupe quand on est militant de l'action locale. C'est un peu entendu comme non pas une disposition initiale, mais comme une disposition résiduelle. On va laisser à un niveau de territoire ce que négligent les niveaux supérieurs. Donc, le problème est effectivement de traiter les questions au bon niveau, de repérer un minimum de l'action publique pouvant relever des instances de décision. Et là aussi, par exemple, il y a une dispersion des responsabilités que l'on peut avoir dénoncé lorsque, dans un bref passage au Conseil régional, Michel Rocard a prêté l'oreille à la répétition des subventions par toute la chaîne des responsabilités, c'est-à-dire que pour subventionner, par exemple, un équipement de sport, eh bien, il fallait que la région ait l'avis favorable du département, que l'avis favorable local. Merci de conclure. Et par conséquent, on était amené à considérer que le local était
pas plus mise en avant que les différents niveaux qui étaient traités en même temps. Voilà, donc la DELS avant de disparaître, parce qu'elle avait été trop un outil professionnel d'édition de revues et plus tellement la place qui permettait le développement de la militance locale, et la DELS va signer avec la Fonda un manifeste d'ancrer la démocratie dans les territoires. Et donc, ça nous entraînerait trop loin. Il faut voir que les modes de communication doivent être aussi pris en considération pour que l'on suive les processus de décision. Voilà. Et qu'on sorte du top-down pour aller vers le bottom-up. Merci, Pierre Zemmour. Pour essayer de prolonger cette réflexion, je voudrais rappeler ce que Michel Rocard définit dans Décoloniser la province, et j'aimerais bien avoir les réactions d'Olivier Bianchi et de Catherine Trautmann et du professeur Tudier sur cette articulation. Il définit les conditions d'un développement autonome des territoires. Et ce qui est assez intéressant, c'est l'ordre dans lequel il énonce les facteurs. Il dit la première condition, c'est la place de l'innovation et de la recherche dans un territoire donné. Le deuxième facteur, c'est l'efficacité du système scolaire. Le troisième, c'est l'existence de bureaux d'études, d'ingénieurs qui permettent de mettre en relation l'ensemble des forces vives. Et le quatrième, c'est l'exercice effectif du pouvoir de décision. Et je trouve que cet ordre des facteurs comme condition d'un développement autonome est assez intéressant par finalement la modernité qu'il revêt encore aujourd'hui. Comment est-ce que le maire de Clermont-Ferrand réagit à cette interrogation ? D'abord, je m'excuse parce que tout à l'heure, le micro s'était totalement autonomisé, s'ouvrait, se fermait, je me suis déconnecté. Juste, d'abord, je pense qu'en fait, on n'a pas fini de décoloniser la province, et je voudrais juste dire 3 pistes et revenir sur ce que vous venez de présenter. Il faut aller au suffrage universel sur les EPCI. C'était une intuition de Michel Rocard, il faut aller au bout, parce que on ne pourra pas aujourd'hui, ces métropoles par exemple, ont de telles compétences dans la vie quotidienne, ce que j'exprimais tout à l'heure quand ça ne marchait plus, qu'on ne peut pas continuer à être à un deuxième niveau démocratique où il n'y a pas l'avis finalement des habitants. La deuxième chose, c'est sur les questions régionales, et ça va nous faire la jonction avec les questions que vous posiez. Nos régions sont alors on est arrivé aux 13 régions, c'est-à-dire un peu l'intuition qui était pensée, mais aujourd'hui, nos régions, ce sont des nains de compétences et ce sont des nains budgétaires. Je voudrais juste rappeler que la région Auvergne-Rhône-Alpes a aujourd'hui à peine un budget supérieur à la métropole de Lyon. Ça en dit long sur le champ de compétences. En termes de compétences, par ailleurs, on leur a pas donné suffisamment d'outils pour rivaliser avec leurs homologues allemandes, italiennes ou espagnoles. Donc, il est grand temps qu'on fasse les choses. Maintenant, sur les conditions sur lesquelles on doit travailler, expérimentation, ingénierie, pouvoir de décision effectif. L'expérimentation, c'est une des demandes. Je pense qu'aujourd'hui, une nouvelle étape de la décentralisation, c'est de ne pas décliner les politiques publiques de façon identique aux 4 coins de notre pays, mais de prendre plus en compte la géographie, la sociologie, l'histoire des territoires pour essayer de nous donner l'opportunité de mieux expérimenter. Aujourd'hui, c'est possible, mais nous sommes encore dans le b.a.-ba. Sur l'ingénierie, moi, il me semble, mais je parle sous contrôle de Catherine Trautmann, que quand même on a fait de gros progrès et qu'aujourd'hui les collectivités locales, à la fois en externalisation, je pense aux cabinets d'expertise qui nous accompagnent, mais aussi dans nos propres services, sont dotés d'une très grande ingénierie. Et
de ce point de vue-là, l'INET, par exemple, est un outil qui nous a permis de développer des hauts fonctionnaires territoriaux qui peuvent rivaliser largement avec ceux de l'État en déconcentré. Par contre, moi, je voudrais revenir, si vous m'autorisez à faire 1 minute de politique, sur la question du pouvoir de décision effective. Et ben moi, j'assiste là, en tout cas, je voudrais le dire, et la crise sanitaire le démontre, à un recul extrêmement fort de notre souveraineté territoriale. À partir du moment où l'ensemble des fiscalités sont remplacées progressivement, c'est déjà le cas pour la ville avec les taxes d'habitation, mais ça sera demain les réflexions qui sont aujourd'hui sur les impôts productifs en direction des EPCI, remplacées par des subventions, c'est de fait un recul. Et là, nous perdons, et c'est ce que moi j'appelle une forme de reconcentration étatique, comment dirais-je, larvée, mais nous assistons à une perte de souveraineté des territoires, à une perte de souveraineté des élus, et je pense que c'est un mauvais signal, et que c'est contraire finalement à la fois à l'esprit et aux intuitions du texte de 66. Merci, Catherine Trautmann. Oui, alors, je pense que ces 4 facteurs, j'ai beaucoup réfléchi, effectivement, innovation, avec l'université, l'école, les bureaux d'études, c'est-à-dire la capacité d'ingénierie dont parle Olivier Bianchi, et le processus de décision. Ce qui m'a frappé dans ce texte « Décoloniser la province », c'est la recherche qu'a Michel Rocard de trouver les conditions organiques du développement. Et je pense que les conditions organiques du développement restent. C'est aussi ce qui permet, avec l'école, avec la mobilisation du corps enseignant, avec la mobilisation des parents, d'avoir une ville apprenante, d'avoir une collectivité qui sait dépasser ses clivages et ses ruptures sociales. Donc on a vraiment, en même temps, dans cette manière de dire les choses, un patrimoine commun au travers de l'obligation d'innovation. Et on sait bien que Rocard a vu l'innovation aussi bien dans l'organisation des collectivités que dans l'innovation concrète, matérielle, avec de nouvelles technologies, que l'innovation démocratique. Et au fond, ce que j'ai relu dans cette succession, c'est qu'au fond, pour avoir un processus de décision qui soit correctement bâti, il faut effectivement que ce processus s'inscrive dans une lecture du territoire, dans sa fonctionnalité et dans son association des gens. Je prends l'exemple qui, moi, m'a beaucoup frappé, et je partage complètement ce que dit Olivier Bianchi sur le risque de recul. Et j'ajouterais d'ailleurs à ce qu'il a dit le fait qu'aujourd'hui on propose un pacte de gouvernance. J'ai vu dans la note qui vient de paraître de Terra Nova que ce pacte de gouvernance peut être une très bonne chose. Moi, ce que je constate chez moi, c'est que ça devient un retour de la négociation. Je te passe ça, tu me passes ça, tu es d'accord avec moi, je te file un bout de rue ou un bout de tramway. Donc je pense que si c'est ça, c'est-à-dire si l'intercommunalité redevient une forme de marchandage, on n'aura pas réussi. Par contre, le processus de décision reste pour moi un vrai problème, puisque l'État a reconcentré aussi sa capacité de décision pour les territoires, ou à la place des territoires, et qu'il est en train de mettre des règles qui nuisent à la relation de proximité et au rôle d'animateur des maires. Et ça, je pense que c'est extrêmement dangereux. On l'a vu par rapport au mouvement des Gilets jaunes, où je dirais d'un mot que l'erreur d'optique et de compréhension du gouvernement a été de ne pas analyser comment ces gens vivaient. Ce sont les gens qui se déplacent le plus sur les routes, parce qu'ils travaillent beaucoup plus loin que leur domicile, etc. Ils sont obligés d'être mobiles. Et donc la question de la voiture, la question du diesel, la question du risque de surendettement est absolument majeure. Donc quand on est dans nos territoires, on le sait ça. On le sait parce qu'on vit avec les gens. Et c'est, je crois, le grand risque, c'est de déshumaniser le processus de décision en ne partageant pas l'ingénierie, en n'apprenant pas dès le plus jeune âge à être un citoyen responsable et en refusant de regarder la nécessité d'innovation à l'époque du numérique ou de la pandémie. Professeur Tullier, sur ces critères, sur la temporalité de ces critères de développement. Alors, c'est une manie d'historien de devoir toujours historiciser les choses. Moi, quand j'ai lu effectivement cette partie sur l'innovation, etc., ça m'a fait penser à Saint-Simon.
C'est-à-dire que dans la pensée saint-simonienne, il y a toute une réflexion sur effectivement comment, eh bien, on peut. Alors évidemment, il ne parle pas d'innovation dans les propos et de ses successeurs, mais il y a bien cette idée que les territoires doivent aussi produire ce qu'on appelle parfois de manière un peu mainstream de l'intelligence collective. Premier élément. Deuxième élément, toujours dans la question des héritages, il me semble que ce n'est pas forcément fortuit si la loi Université 2000 est apparue quand Michel Rocard était précisément Premier ministre. Et j'en sais quelque chose puisque j'enseigne dans un établissement, Sciences Po Rennes, qui est le produit de cette loi, puisque nous allons fêter nos 30 ans comme nos petits camarades de Lille. Et il me semble que de ce point de vue-là, j'avais eu un jour une discussion avec Edmond Hervé sur la question, on voyait bien comment il y avait la volonté pour un certain nombre d'élus locaux de pouvoir s'appuyer sur des établissements d'enseignement supérieur. Et d'ailleurs, à Rennes, on a une chaire à laquelle j'appartiens, qui s'appelle Territoire et mutation de l'action publique, dans laquelle on travaille beaucoup avec les élus. Donc je pense que là, il y a des synergies, effectivement, qui avaient été plus ou moins dessinées par Michel Rocard dans ce projet, et pas simplement s'en tenir au Conseil économique régional, comme c'est encore le cas aujourd'hui, mais vraiment associer les forces d'innovation au plan régional. Et puis troisième remarque, me permettrait d'être un peu plus dans l'actualité, ce fait que, à mes heures perdues, je suis aussi adjoint au maire dans ma commune en charge de l'éducation, et je me dis que finalement, en tant qu'élu local, eh bien, j'ai plus de prise de position sur les questions éducatives que peut l'avoir un président de métropole par rapport à l'enseignement supérieur ou un président de région. Et j'avoue que la manière dont est gérée la crise sanitaire au plan ministériel, je vais être poli, m'interpelle. Et donc je me dis que de ce point de vue-là, en tout cas moi je plaide pour que il y ait effectivement plus de responsabilité des présidentes et présidents de métropole et des présidentes et présidents de région sur le développement universitaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on est pris entre deux feux, des injonctions ministérielles qui ne correspondent pas forcément toujours à la réalité, et puis des exécutifs métropolitains et régionaux qui nous aident, mais qui, de mon point de vue en tout cas, n'ont pas suffisamment de latitude pour pouvoir travailler avec les établissements universitaires qui, de mon point de vue, sont des acteurs majeurs du développement territorial. Merci. Pour avancer vers la conclusion de cette première table ronde, je voudrais vous inviter à revenir sur un point qui est lié à la jeunesse, finalement, de ce rapport. On a évoqué, notamment le professeur Thuillier, les rencontres socialistes de Grenoble, donc printemps 1966. Et à l'époque, l'idée de ces rencontres, c'était comment on prépare l'après-gaullisme, finalement. C'était largement ça, la thématique, autour des clubs, autour du comité d'initiative, de revues de presse comme le France Observateur, le PSU, bien sûr, étaient partie prenante de cela. Et les thèmes des rapports qui ont été présentés, qui étaient largement inspirés par la figure de Pierre Mendès France, c'était, je le rappelle, les nationalisations, peut-il y avoir une politique monétaire de gauche, et puis les institutions, le changement de régime qui était issu de la Constitution de 1958. Et comme l'a rappelé le professeur Thuillier à l'instant, c'est Hubert Dubedou, maire de Grenoble depuis 1 an, qui intervient en disant « Attention, le fait régional est absent de votre discours ». Mais il ajoute « Je ne veux pas parler des caricatures de faits régional que sont les codères telles qu'elles fonctionnaient à l'époque, mais il dit « Méfiez-vous aussi de ne pas reconstruire un État centralisé ». Et donc, il met en garde, d'une certaine manière, contre la lecture jacobine, communiste et ses fillots, largement partagés à l'époque, ce pouvoir. Et donc, c'est à la suite de cette injonction d'Hubert Dubedou que le comité d'initiative des rencontres socialistes de Grenoble a décidé de prolonger les débats en organisant des débats régionaux qui ont eu lieu à Lille, à Marseille, à Lac,
à Saint-Brieuc, et c'est là où, en novembre 1966, donc Michel Rocard a présenté pour la première fois Décoloniser la province. Et donc, il y avait bien cette idée d'un socialisme qui ne soit pas étatique. On n'était pas encore c'était pas encore le discours sur la première et la deuxième gauche, mais il était déjà en filigrane dans cette affaire-là. Et ça revient, et c'est un peu là-dessus que je voudrais vous inviter à réagir en conclusion. Pierre Zemmour a évoqué tout à l'heure la notion de subsidiarité et la manière dont elle est lue. Quand on regarde en France, quand on se place par rapport à l'Europe, la subsidiarité, c'est ce qu'on veut bien, c'est ce qu'on veut garder et qu'on ne veut pas confier à l'Europe. Et quand on regarde la manière dont ça se passe au plan interne, la subsidiarité, c'est ce que l'État n'est plus capable d'assumer et qu'il veut bien que les régions et les collectivités prennent en charge. Alors, est-ce qu'il ne faut pas réinventer, sans forcément aller vers un fédéralisme, une subsidiarité qui soit plus équilibrée qu'elle ne l'est aujourd'hui? Olivier Bianchi, la répartition des compétences entre les différents échelons de l'action publique. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans l'avenir, on ne pourra pas simplement se poser la question de l'approfondissement de la décentralisation sans se poser la question de la répartition des échelles et des échelons, et notamment entre les métropoles, en tout cas les intercommunalités et les régions, la place des départements, et on ne pourra pas le faire non plus sans s'interroger sur la place de l'État déconcentré. Moi, je dois témoigner comme maire actuellement, vraiment c'est pour ça que je dis le contexte de la crise sanitaire nous amène à ça. Vous avez aujourd'hui un gouvernement qui décide unilatéralement d'accélérer la vaccination, qui se tourne vers les collectivités après leur avoir dit, quand nous les avions interrogés, nous n'avons pas besoin de vous. Vous montez avec des ARS et des préfets dépasser des vaccinodromes qui nous coûtent à Clermont-Ferrand 300 000 € par mois, avec un État qui vous appelle ensuite pour vous dire que vos doses de vaccins vont passer de 1400 semaines à 900 parce qu'ils n'ont pas d'autres possibilités. Et que les gens qui vaccinent sont des médecins libéraux retraités qui prennent de leur temps et qui font, j'ai envie de dire, du militantisme sanitaire. Bon, à travers cette illustration, je suis pas là pour tirer sur l'État et polémiquer, parce que je ne le fais justement pas en public. Donc là, je considère qu'on est dans un colloque intellectuel, on peut s'exprimer. Il y a un problème absolu aujourd'hui de rôle, de répartition, de concertation. Et puisqu'on parlait de Michel Rocard et de ses héritages, les contrats de plan État-région qui se négocient en ce moment sont là aussi complètement déconstruits, déstructurés par rapport aux volontés qu'il avait mis en œuvre quand il était au gouvernement. Et moi, je pense qu'il y a vraiment là une question. Donc, par rapport à votre question, il faut emboîter une réforme de l'État et une réforme des territoires en même temps pour essayer de repenser aussi dans l'espace territorial notre action commune, nos répartitions de rôles et nos discussions. Voilà ce que je peux, moi, dire modestement sur cette question. Merci beaucoup de cette participation. Catherine Trottmann. Oui, d'un mot, moi j'ai commencé la vie politique en m'intéressant au socialisme municipal et je suis devenu fidèle de Michel Rocard parce qu'il avait cette vision de la contribution citoyenne aux faits politiques. Et je continue de penser que l'initiative locale est le lieu ou l'occasion du renouveau de la gauche, et qu'il faut absolument le penser parce que toute la réflexion que l'on est en train de partager sur la question territoriale, elle est au fond liée aussi à celle de l'appartenance du citoyen à un lieu, à un espace. Quel espace? Comment est-ce qu'on lui donne la capacité aussi de se sentir acteur? Et au fond, cette question initiale reste pour moi posée, quelle que soit l'époque. Et je pense que sa définition de l'autonomie, quand il dit « il est urgent de savoir reconnaître l'autonomie politique, économique et culturelle de la vie régionale », oui, il y a aussi un facteur culturel
que Michel Rocard n'a pas écarté dans toute réforme et dans toute transformation du pays. Et je pense que ce qui blesse, le bas qui blesse aujourd'hui, c'est aussi un peu dans cette culture non partagée entre celle que se sont constituées les élus locaux et celle que l'État a construite en défense, en quelque sorte, de l'augmentation des prérogatives des collectivités territoriales. Merci. Pierre Zemmour. Un mot simplement. Je crois qu'on ne peut pas vraiment jouer la décentralisation en partant du sommet. Le mot subsidiarité est à écarter dans sa pratique en France, pas forcément en Europe. Donc il faut repartir de la relation des citoyens, de la relation des gens avec l'expression de la société civile. Je crois que quand on fait des raisonnements à partir du sommet, et tout nous y conduit, l'histoire institutionnelle de la France, etc., depuis Louis XI jusqu'à 1958, on part du sommet. Et à ce moment-là, la réflexion est polluée par ce virus de centralité qui empêche de prendre les problèmes tels qu'ils sont vécus, ressentis dans la société par les gens, dans leur groupe, dans leur lieu, dans leur démarche et dans les processus de décision collectifs. Par conséquent, il faut probablement partir d'un bottom-up plutôt que du top-down. Professeur Thuillier, pour votre conclusion. Très très rapidement, trois mots de conclusion. Le premier, il me semble que ce rapport dit surtout la nécessité, en 66, pour la gauche, de parler à ce qu'on a parfois appelé les nouvelles couches sociales. C'est-à-dire qu'au fond, l'idée dans ce rapport, c'est de dire le pays est en ébullition. Je rappelle qu'on est au lendemain aussi de Mitterrand, deuxième tour, ce qui était quand même inattendu, et la gauche se cherche. Donc, premier élément, je pense qu'ils ont restauré effectivement un dialogue. Par exemple, il y a un passage très intéressant sur les cultures régionales, par exemple, où Rocard dit, alors c'est assez drôle la formulation, dans un esprit laïque, il faut parler à ces cultures régionales. Et je pense que le PS va s'en imprimer dans les années 70. Donc, première remarque, effectivement, renouer un dialogue avec ces couches nouvelles. Deuxième élément, il me semble, pour faire le pont avec l'actualité, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une nécessité d'une nouvelle réflexion, de remise à plat, de la réflexion sur les territoires. Enseignant en Bretagne, je pense à ce que fait Nathalie Appéré, ce que fait Johanna Roland, où on voit qu'il y a une contribution effectivement à cette réflexion de la gauche sur le territoire. Et puis, troisième et dernière remarque, alors pour un historien, c'est pas très bien, je le reconnais, mais si on fait juste un point d'Uchronie, je pose juste une question. Et si Michel Rocard avait été chargé par le président de la République en 81 de porter le dossier de la décentralisation? Et je pense que c'est une vraie question, parce que je pense qu'on n'est pas allé au bout du projet politique de la décentralisation en 81, en particulier sur cette question de la démocratie locale. Certains députés ont été quelque peu frustrés, au fond, de la manière dont on a géré ce dossier, et on sait très bien comment Rocard a été quelque part écarté finalement de ce dossier, et il me semble que c'est aussi une réflexion que l'on peut avoir sur la nécessité, ce que dit le rapport, de porter politiquement la décentralisation. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.